Grâce à Viagimo, Eric et Céline sont sereins. Ils ont investi en Viager pour préparer leur retraite. Ils se constituent une épargne retraite utile et responsable, sans emprunt bancaire et sans trac allocatif. Vous souhaitez acheter un bien en Viager? Appelez-nous au 0800 800 310. Viagimo, les experts de l'épargne en viager immobilier. Bonjour à tous et bienvenue dans C'est l'invité, le rendez-vous de la rédaction du lundi. Aujourd'hui, nous recevons Roger Arnaud, l'ancien directeur de l'hôpital Camille Claudel à La Couronne. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Avec vous, nous allons parler de ce que vous avez fait à Camille Claudel, mais aussi de la situation de cet établissement et un peu plus largement de l'état de la psychiatrie en France. Première question directement en lien avec l'actualité. Il y a 3 semaines, une infirmière a été tuée à Reims. Elle a été poignardée par un homme qui souffrait de troubles psychiatriques. En 2020, un peu plus proche de nous, une infirmière avait été également tuée dans un hôpital des Deux-Sèvres par un patient qui avait des troubles psychiatriques. Est-ce que ce nouveau drame a eu des retentissements sur les équipes à Camille Claudel et peut-être sur les familles des patients que vous prenez en charge? C'est dramatique et tout le monde le ressent de façon personnelle, que ce soit dans les équipes, y compris les patients, les familles. On reçoit des messages de famille à ce moment-là qui sont teintés d'interrogations et qui correspondent à cela. Alors, le problème, c'est que c'est aussi l'occasion pour beaucoup de faire l'amalgame entre des situations certes dramatiques, mais qui restent ponctuelles, et la psychiatrie en général, qui n'a rien à voir avec ça. Parce que pour le grand public, ce drame jette une lumière crue un peu sur l'état de la psychiatrie. Est-ce que pour vous, c'est révélateur de dysfonctionnement profond, ou finalement, c'est des choses qu'on ne peut pas forcément prévoir et anticiper? Pour moi, si vous voulez, les gens restent souvent à la psychiatrie telle qu'elle était il y a 50 ans. Au mieux, je veux dire, vol au-dessus d'un nid de coucou, mais guère plus. Elle a profondément changé, elle change tous les jours, et ça, la population n'en est absolument pas consciente. On a un énorme problème de visibilité de la psychiatrie en France, et puis ailleurs, d'ailleurs, dans le monde également. Alors, pour dire très rapidement, que fait un hôpital comme Camille Claudel? Il suit environ 15 000 personnes par an. Sur 360 000 habitants de la Charente, c'est quand même quelque chose qui est significatif. Ces 15 000 personnes, il y en a la moitié qui change tous les ans, ou tous les 2 ans. Donc ça veut dire que c'est un renouvellement très régulier. Et sur ces 15 000 personnes, la plupart sont suivies en ambulatoire, près de chez elles. Les personnes qui sont hospitalisées, on va dire que c'est à peu près 3 000 hospitalisations. Sur ces 3 000 hospitalisations, est-ce que ce sont uniquement des personnes dangereuses? Bien, on en est très très loin. Les personnes qui sont hospitalisées sous contrainte, on est à 300 personnes environ. Voilà un petit peu les chiffres, ça vous donne déjà un rapport dans ce qu'on fait tous les jours qui concerne des personnes qui sont très fragiles. Et ce qui me pose, moi, un problème, c'est la stigmatisation qu'il y a derrière, et je ne suis pas le seul, bien entendu, tous les psychiatres et tous les représentants de la psychiatrie en sont là, à se dire que chaque fois qu'on parle d'un fou dangereux qui s'évade, on est totalement à côté de la plaque. L'hôpital n'est pas un lieu de rétention, absolument pas. Les gens, ils sont libres d'y aller et d'y venir. Le contrôleur général des lieux de privation de liberté y veille. Il est venu récemment à Camille Claudel et on attend son rapport avec beaucoup d'intérêt, mais on est dans un monde qui est un monde de liberté. Les dernières lois, celles de 2011 et celles de 2017 sur l'isolement et la contention, sont des lois libertaires. Donc la pensée générale qui anime les médias, les politiques et en fait toute la société, elle va complètement à l'encontre de ce que nous, on vit tous les jours. Pourtant, il y a des personnes, des patients dangereux. Qu'est-ce qu'il faut en faire? Est-ce que leur place, c'est l'hôpital psychiatrique ou est-ce qu'il n'y a pas un angle mort, finalement, quelque part? Oui, bien sûr, effectivement. Il y a quelques unités en France pour des personnes qui sont excessivement dangereuses et repérées comme telles. Et on en a, au demeurant, on en connaît. Mais le nombre de places... et il n'y en a pas en Charente de places pour des personnes de ce type-là. Il y en a dans les grandes villes et pas suffisamment en France. Et est-ce que ça veut dire que vous avez en Charente, à Camille Claudel, des patients qui ont un certain degré de dangerosité et que vous êtes obligé d'accueillir, faute de place justement spécialisée ici? Alors, dangerosité, oui, parce qu'effectivement, c'est un hôpital psychiatrique, c'est un endroit où il y a beaucoup de violence. Ça, c'est indubitable, hein. Beaucoup d'agressivité, qui est liée au fait que les gens qui sont hospitalisés, dans certains cas, c'est contre leur gré. Donc, aller soigner quelqu'un contre son gré, ça va pas du tout de soi. C'est pas du tout évident. Et ça, dans les raccourcis qu'on entend, on se dit, mais enfin...
On n'imagine pas que quelqu'un puisse... On n'appuie pas sur un bouton pour dire vous êtes suicidaire, ben vous n'allez pas vous suicider. Ça ne marche pas comme ça, bien entendu. Et c'est valable pour les maladies mentales les plus graves. Après, ce qui est aussi sidère, c'est le fait de se dire c'était inéluctable, vous auriez dû le repérer. Pas du tout, rien n'est inéluctable, et heureusement. On a 95% de nos patients qui ressortent de l'hôpital parce qu'on a mis un pas devant l'autre pour les faire ressortir, pour les réintégrer dans la société. Chaque fois, bien entendu, on prend un risque, qui est un risque mineur, mais qui existe quand même. Mais oui, vous ne voulez pas éviter à tout prix ce risque, quoi. Voilà, si on ne fait pas ça, on fait de l'enfermement, rien d'autre. Et on n'est pas là pour ça. Et c'est l'occasion de parler donc d'un incident qui est survenu chez vous. Il y a un patient qui a été écroué au mois d'avril suite à plusieurs agressions sexuelles à Camille Claudel. Comment vous expliquez que ça a été possible? Est-ce que c'était sa place finalement, cet hôpital, pour lui? Alors ça, c'était un patient effectivement sur lequel on avait repéré à de multiples reprises qu'il y avait un risque d'agression. Il y a eu d'ailleurs déjà des agressions de sa part. On avait alerté la justice et on se retrouve le même problème, c'est que la justice, comme la société, estime qu'un malade mental, s'il est dans un hôpital psychiatrique, tout va bien, et on n'a qu'à le garder derrière des verrous 24 heures sur 24. On sait très bien que même en prison, quelqu'un ne peut pas rester dans une chambre d'isolement 24 heures sur 24. C'est impossible, c'est pas humain, tout simplement. Qu'est-ce qu'on fait de ces personnes alors? Puisque la justice vous les donne, entre guillemets. Cette personne-là, effectivement, eh bien, il faudra absolument qu'elle soit dans une unité vraiment dédiée. Et ce n'est pas le cas à Camille Claudel. On n'est pas en capacité. Et on ne l'a jamais été. C'est pas non plus. On a des problèmes de moyens, certes, mais l'hôpital n'est pas fait pour ça. Et il manque des places dédiées, quoi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, je le disais, vous avez fait valoir vos droits à la retraite donc le 5 juin. Vous étiez en poste depuis 2017. Quel hôpital vous laissez à votre successeur, David Derer? Alors, bien sûr, le bilan, il n'est pas tout blanc ou tout noir. Moi, je suis fier d'avoir pu contribuer à créer une maison des adolescents, d'avoir créé une hospitalisation à domicile, d'avoir fait sortir des patients qui peuvent vivre en ville, qui étaient dans un moyen séjour donc chronicisé. On a réussi à les déchroniciser. Et d'avoir aussi clarifié les choses sur des filières comme l'autisme, où on est repéré comme un recours, mais pas comme un lieu de vie. Auparavant, il y avait une certaine confusion. Donc voilà, il y a des choses qui se sont faites. On a aussi repris l'organisation à la base, et ça aussi c'est une fierté parce que dans ma vie hospitalière, j'ai rarement connu le fait de dire on remet tout à zéro, on regarde quels sont les besoins des patients, quelles sont les maquettes organisationnelles qu'on peut mettre en place, de quelle façon on va s'occuper des patients. Et puis il y a des filières qui ont été construites aussi, donc ça bien sûr c'est toute la communauté hospitalière. On a mis en place donc l'Empreinte, qui est une équipe qui s'occupe du psychotrauma. On a mis en place aussi toute une structuration sur la réhabilitation psychosociale, qui est une technique quand même aboutie. Je veux dire que les gens se disent souvent que la psychiatrie c'est quelque chose que tout le monde peut faire, sûrement pas. Sûrement pas. Oui. Il y a des techniques repérées, il y a un professionnalisme qui est évident. Et donc tout ça, ça contribue à avoir des choses beaucoup plus satisfaisantes. Sur un plan aussi de l'hébergement, on avait des chambres à 3 lits encore, on n'a plus de chambres à 3 lits, on a quelques chambres à 2 lits, mais très très peu, comme dans un hôpital habituel. Il reste des choses à faire, mais voilà, on a quand même avancé sur un certain nombre de domaines. Il y a un bâtiment qui doit être construit, je crois, parce qu'il y a certains espaces qui sont pas en très bon état, c'est ça? Tout à fait. Alors le bâti, il est extrêmement différencié. Il y a des services qui sont très bien, très modernes, très adaptés, et puis d'autres qui sont anciens, et notamment pour la filière autisme. Pour moi, c'est un vrai regret, parce que je m'y étais un peu attaqué dès mon arrivée, et malheureusement, pour des raisons diverses, ça n'a pas pu se faire. Donc on est en train de commencer pas les travaux, mais les opérations préalables aux travaux pour des unités pour les autistes. Alors il y a un chantier qui reste à mener pour tous les hôpitaux, c'est celui du recrutement. C'est très compliqué de recruter notamment des psychiatres. Combien est-ce qu'il vous en faudrait en plus idéalement, dans un monde idéal, à Camille Claudel? Alors il nous manque 15 personnes sur les postes théoriques. Honnêtement, on aurait 5 psychiatres de plus, on arriverait à peu près à tourner. En matière de pédopsychiatrie, qui est quand même sinistrée en France, vous avez un département sans pédopsychiatre. Actuellement, on est sur 3 équivalents temps plein, 4 personnes, et on a 2 recrutements cet été. Donc la Charente va pouvoir faire face, sachant que c'est quand même le défi actuel de la pédopsychiatrie. On a d'énormes problèmes en France avec notre jeunesse, donc c'est quelque chose qui est nécessaire de pouvoir muscler les moyens en la matière.
Après, on a d'énormes problèmes sur l'addictologie. On a un seul praticien sur le département et ça nous empêche de créer un hôpital de jour qui serait une structure extrêmement utile. La structure de Cognac, je crois, est ouverte à minima, du coup, Oui, faute de personnel. Ouais. Le XAPA de Cognac, effectivement, qui est une structure ambulatoire, fonctionne de façon très très limitée. Donc ça pose de vrais problèmes. Et pour l'autisme, on a également un temps de psychiatre qui est très très limité, qui est très très minoré. Ce qui est un peu paradoxal parce que vous avez une autorisation pour créer un SAMSA, je crois, pour les jeunes autistes, mais finalement, il reste à trouver le personnel, quoi. Absolument, médical. Alors, ça ne nous empêchera pas d'avoir des infirmières, d'avoir des psychologues compétents, mais la clé de voûte, elle est quand même défaillante. Ouais. Et c'est d'autant plus dommage que notre filière sur l'autisme, c'est méconnu, mais la Charente est un des départements qui est le mieux structuré en France sur le plan de la prise en charge. Il y a à la fois une unité de prise en charge de crise, un hôpital de jour d'évaluation, une équipe mobile pour aller dans le médico-social, des services d'hébergement pour des patients ayant des problématiques somatiques. Donc c'est quelque chose qui est quand même très très complet. Comment vous expliquez que c'est si compliqué partout aujourd'hui de recruter des psychiatres? Est-ce que vous avez vu la situation se dégrader au fil des années? Qu'est-ce qui fait que le métier n'est pas attractif en fait? Alors, là aussi, il faut éviter les faux semblants, comme l'exprime le rapport Laforcade, qui est un rapport extrêmement bien fait, qui date d'il y a C'était l'ancien directeur général de Absolument, l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Qui est vraiment une référence en matière de psychiatrie. La France est un des pays du monde qui a le plus de psychiatres. Malheureusement, ils ne sont pas là où il faut. Alors, ils sont où? Alors, en libéral en partie, dans les grandes villes, au bord de la mer. Parce qu'en Charente, en libéral, il y en a très peu, quoi. Voilà. Mais si vous prenez la Nouvelle-Aquitaine, c'est tout à fait typique. Vous allez à La Rochelle, à Bordeaux, à Bayonne, vous n'avez pas de problème. Ou même à Pau. Vous allez dans la Creuse, vous allez dans les Deux-Sèvres, vous allez en Dordogne, vous avez d'énormes problèmes. Et la Charente, on n'est pas loin de ces situations-là, ce qui est vraiment dommage. Pourtant, ce que vous me disiez en préparant l'émission, c'est que de façon assez étonnante, le département n'est pas considéré comme étant sous-doté, quoi, ni l'établissement. Non. Alors, financièrement, on ne peut pas dire qu'on ait des problèmes. Et il y a un discours qu'on entend régulièrement qui est de dire que la psychiatrie manque de moyens. Oui, elle en manque, certes, mais il faut les trouver, les moyens. Oui, des moyens humains. Le budget de l'hôpital, aujourd'hui, il est équilibré. Ouais. Par contre, voilà, si on arrive à trouver les 5 ou 10 psychiatres qui nous manquent, il ne le sera plus. Mais le problème, c'est quand même avant tout un problème de compétences. Et peut-être d'attractivité. Et de disparité. Donc moi, ce que j'ai dit régulièrement, c'est qu'il y a quand même un peu la psychiatrie de la ville et celle des champs. C'est-à-dire que vous allez être traité en psychiatrie à Charles-Perrins à Bordeaux, ou à la Borie à Poitiers, ou à Esquirol à Limoges. Bon, il manque 5% des psychiatres. Ici, il en manque presque la moitié. C'est quand même pas du tout pareil. Alors, conséquence, notamment, 80 lits ont fermé entre 2017 et 2022. Vous avez un discours plutôt nuancé, vous d'ailleurs, là-dessus. Mais quelles conséquences cela a pour les Charentais au quotidien, ces fermetures de lits ? Oui, ça fait partie des sujets qui me crispent un peu, parce que quand on entend parler de fermeture de lits dans les médias, c'est immédiatement assimilé à quelque chose de négatif. Alors oui, quand vous avez un service d'ophtalmologie qui ferme, bien sûr, sur un département comme la Charente, c'est tout de suite catastrophique. Par contre, en psychiatrie, l'avenir des patients, il n'est pas à l'hôpital, il est à l'extérieur. Et on vient d'une époque où, malheureusement, les gens étaient hospitalisés plus que nécessaire. Donc, pour ce qu'on appelle les moyens séjours des personnes qui vont rester 1 an, 2 ans, 3 ans, chaque fois qu'on peut faire sortir des patients, chaque fois qu'on peut diminuer le nombre de lits, pour moi, c'est plutôt une victoire. Après, quand il s'agit des lits d'admission qui permettent de prendre en charge les personnes d'un instant à l'autre, du jour au lendemain, là, par contre, effectivement, on est arrivé un peu aux limites de l'exercice. On avait un taux d'occupation qui était de 75 à 80%. Maintenant, il est entre 95 et 100%. Donc là, on est arrivé aux limites de ce qu'on pouvait faire. D'accord, ok. Et on songe même à recréer des lits de crise, parce que c'est une spécialité particulière et c'est quelque chose qui manque un peu dans notre maillage. Et est-ce que l'avenir de la psychiatrie, elle se joue hors les murs? On parlait de la filière d'hospitalisation à domicile que vous avez créée qui fonctionne déjà très bien. Est-ce que c'est une des pistes peut-être aussi pour pallier le manque de personnel à l'intérieur des hôpitaux? Oui, c'est évidemment. Pourquoi? Parce que ce qui est essentiel, c'est la compliance du patient, le fait qu'il soit partant pour les soins. Et cet assentiment aux soins, s'il est dans son cadre habituel, c'est beaucoup plus facile que s'il vient à l'hôpital. Et est-ce que c'est pas aussi le déficit d'attractivité qui fait que les jeunes médecins aujourd'hui n'ont pas forcément envie de se diriger vers la psychiatrie? Aujourd'hui, il y a des établissements qui ont recours à la contention, des choses comme ça. Est-ce que ça c'est pas de nature aussi à peut-être éloigner les jeunes
jeunes praticiens de cette spécialité? Il y a un cercle vicieux, c'est évident. Je pense encore à ce jeune médecin qui expliquait une fois à la radio que sa mère était professeure de psychiatrie à Dijon et que lui, il ferait tout sauf de la psychiatrie parce que c'était trop dur. Et que, Vous connaissez trop bien le... Et oui, et donc effectivement, on mesure un petit peu les difficultés. Maintenant, pour moi, c'est quand même une discipline qui est une discipline passionnante, parce que les contours de l'âme ne sont pas les contours de l'intestin, c'est beaucoup plus complexe et c'est beaucoup plus englobant. C'est un peu comme la gériatrie, c'est une discipline globale, c'est pas une discipline d'organes. Et à ce titre-là, c'est quelque chose qui devrait intéresser beaucoup. Et au demeurant, dans les infirmiers, on trouve effectivement des infirmiers qui sont intéressés par l'accompagnement psychique, et ça, c'est très intéressant. Mais pour les médecins, on a un problème global, donc il se traduit aussi en psychiatrie. Est-ce que vous vivez la montée de la violence que connaît la société partout, dans tous les lieux d'accueil, etc. Vous la vivez aussi au quotidien? Est-ce qu'il y a plus d'événements indésirables, notamment à Camille Claudel? On est impacté, bien sûr. On est impacté, soit par des personnes qui arrivent impromptues, soit par des effets de bord. Je ne vais pas vous cacher qu'au moment de l'incendie de Numéro de Tours, il y a à peu près un an, on s'y attendait, on a veillé à ce qu'il n'y ait pas de réplique. Et dans les patients, vous avez des gens qui disent je vais faire comme ce monsieur, je vais mettre le feu à l'hôpital. D'accord. Bien sûr, il y a toujours une réplication. Nos patients sont des véritables éponges sur un plan psychique, donc tout ce qui se passe dans la société, ils l'intègrent. On parlait de l'arrivée des deux pédopsychiatres, sans en dire trop. Sur quelles tâches ils vont être mobilisés? Est-ce qu'il y a un projet vraiment structurant autour de la pédopsychiatrie en Charente? Oui, alors effectivement, là, ça fait partie des choses qui sont institutionnelles. On a mis en place des projets de services, des projets de pôle, des projets d'établissement. Et donc à ce titre-là, la pédopsychiatrie, il y avait un peu des angles morts sur lesquels on doit, dans les années qui viennent, restructurer. Et au demeurant, on avait 2 CMP qui étaient un peu en miroir sur Angoulême. Donc il y a des choses à faire. Et donc, on a effectivement un projet dont il est encore un peu tôt pour parler, mais qui est à la fois architectural et d'organisation pour arriver à créer une structuration. Alors, c'est par tranche d'âge, si vous voulez. On est entre 0 et 3 ans, 3 ans et 8 ans, 8 ans et 12 ans, 12 ans et 18 à 20 ans. Il faut qu'on revoie un tout petit peu ces tranches d'âge pour coller aux besoins. Et qui intégrerait également l'ITEP Tout à fait, qui est un établissement médico-social, mais qui pâtit du fait d'être à 12 ans au milieu de la Charente, alors qu'il faudrait qu'il soit à côté d'une école, qu'il puisse y avoir des liens beaucoup plus forts, même s'il y a des enseignantes, bien entendu. Mais il faudrait qu'il y ait une école juste à côté de l'ITEP, ça serait tout à fait bénéfique. Est-ce que vous avez... quelles sont, selon vous, maintenant, à l'heure de la retraite, les raisons d'espérer pour la psychiatrie, alors en Charente et ailleurs? Alors, moi j'appelle vraiment de mes voeux le fait que la psychiatrie soit déclarée grande cause nationale. Je crois que ça a déjà été évoqué dans des cercles un peu fermés, mais il faut que ça prenne de l'ampleur, ça, parce qu'on a un problème de visibilité qui est tel que les gens doivent comprendre ce qu'est la psychiatrie et ce qu'elle n'est pas. Elle ne consiste pas à enfermer qui que ce soit. Ça peut être fait, mais ailleurs. Et donc, c'est un des enjeux majeurs. Après, sur la psychiatrie, il y a des choses qui vont se mettre en place. Il y a une réforme du financement qui va être déclinée. J'espère que ça se fera avec des moyens pour la psychiatrie, qui est actuellement très disparate. Si vous voulez, vous avez des départements en France où vous êtes dans une misère complète, ce qui n'est pas le cas ici, mais c'est choquant, c'est tout à fait choquant. Et puis, nous, vous voyez quand même les limites de notre exercice, donc on a quand même besoin aussi d'arriver effectivement à recruter. Pour moi, une des pistes, c'est vraiment les infirmières en pratique avancée. Ça, c'est clairement quelque chose qui est un outil extrêmement positif. Se forme 2 années supplémentaires, c'est ça 2 années supplémentaires, mais surtout qui vont leur permettre d'être sur le champ médical et pas sur le champ infirmier. Alors, c'est pas gagné, parce que ça suppose quand même qu'il y ait un accord des médecins. On voit que les médecins généralistes ont quand même été très en difficulté, je dirais, là-dessus. Tout n'est pas facile. De loin, on se dit, il manque du personnel. Les tâches qu'on peut déléguer, on va les déléguer, mais c'est pas si simple. Et les psychiatres, ça sera aussi un véritable chantier de les convaincre d'accorder une certaine délégation à ces infirmières qui en ont la capacité. On voit les formations d'IPA, c'est des formations extrêmement solides. C'est des personnes qui suivent beaucoup de cours en commun avec les internes. Et donc, moi, je suis tout à fait confiant dans la montée en compétences qu'on pourra avoir dans les hôpitaux psychiatriques à cette occasion-là. Elle pourrait faire quoi, par exemple, à Camille Claudel? Alors, ça peut être la responsabilité d'un CMP. On a des centres médico-psychologiques sur tout le territoire. Et quand on a si peu de médecins, on a une dizaine de psychiatres adultes. Chaque fois que l'un ou l'autre part ou à Ruffec ou à Barbezieux, du coup,
il est plus dans son service et ça devient tout de suite très compliqué. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être faites, sachant que le médecin sera toujours là régulièrement pour faire le point avec elle. Donc là, la responsabilité des CMP, c'est une possibilité. En matière d'addictologie, c'est aussi très intéressant. En pédopsychiatrie, enfin dans toutes les disciplines, on peut tout à fait avoir des relais très intéressants de proximité avec les patients. Il y en a combien qui vont se former à l'hôpital, à Camille Claudel? Pour l'instant, on est sur 6-8 personnes. Et puis, voilà, c'est une première vague, je dirais, pour arriver à vraiment avoir un effet de masse aussi. Parce qu'on a connu dans d'autres professions le fait d'introduire une personne qui était rejetée parce que trop différente. Ah oui. Et là, c'est important qu'il y ait un petit peu une task force, je dirais, en la matière, qui arrive vraiment à changer la manière de travailler des psychiatres. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Roger Arnaud, d'avoir été avec nous. Merci. Je vous rappelle que cette émission est à voir et à revoir sur nos réseaux sociaux. Et puis, on vous souhaite une bonne retraite. Merci beaucoup.